C'était pas ma guerre! Bonsoir. Chers auditeurs, amis guerriers, amis de la guerre, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain. François-Xavier Consoli, votre serviteur, et j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver mon camarade et ami Laurent Chang. Salut Laurent. Bonsoir à tous. Alors Laurent, nous te retrouvons pour ce nouveau numéro de Chronique de guerre, donc cette série qui parle de la guerre et surtout des batailles. Et la dernière fois, nous avions parlé donc de la bataille de Gettysburg, qui a été un beau succès, je dois le dire. Et en plus, on a eu beaucoup d'excellents retours. Donc, il était tout à fait normal que nous remettions des balles dans le barillet, si je puis dire. Cette fois-ci, nous allons remonter dans le temps. Nous allons bien remonter dans le temps d'ailleurs, puisque nous allons parler de la bataille des Thermopyles, la fameuse bataille des Thermopyles avec des 300, etc. Bref, la geste héroïque par excellence. Alors, je vais poser ma première question pour poser un peu le cadre. Cher Laurent, la bataille des Thermopyles, on a retenu 300 bien sûr, mais ça se déroule durant les guerres médiques. Alors, est-ce que tu peux déjà nous donner le moment où se déroule cette bataille et qu'est-ce que c'est que ces fameuses guerres médiques? Bien sûr, alors la bataille des Thermopyles, elle a lieu en 480 avant notre ère. On ne sait pas avec certitude le jour, comme souvent bien sûr pour les batailles de l'Antiquité. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'elle a eu lieu en août ou en septembre 480 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que les guerres médiques? On a appelé guerres médiques deux guerres, deux campagnes qui ont opposé l'Empire perse, l'Empire achéménide, à une coalition de cités-États grecs entre moins 490 et moins 479. Médiques parce que, outre les Perses, ont participé à ces deux campagnes les Mèdes, un peuple qui occupait l'actuel Iran. Voilà. Et qui ensuite, de la même manière que les Perses du temps des Achéménides, donc c'est-à-dire la dynastie qui a donné Darius Ier et ensuite Xerxès Ier, les deux grands rois perses qui ont l'un et l'autre échoué à envahir la péninsule hellénique, ne sont pas les ancêtres directs des Turcs et moins encore des Perses actuels, ou je dirais plutôt des Perses, donc des Iraniens actuels et des Turcs actuels, puisque par la suite de nombreuses invasions sont venues s'ajouter. L'Empire achéménide s'étendait, pour dire les choses simplement, sur de l'actuelle Turquie, de la côte, jusqu'aux confins de l'Iran et de l'Afghanistan. Sachant que l'Empire perse avait également la main sur la Thrace, qui est donc aujourd'hui la région la plus au nord de la Grèce, partagée avec la Bulgarie, et que la Macédoine, qui donc n'était pas grecque, puisque vous le savez peut-être, ou sans doute vous le savez même, quand Alexandre, même son père Philippe, prennent le pouvoir en Grèce, ils le font à la suite d'une guerre. Les Grecs se considèrent comme envahis par les Macédoniens, ils ne considèrent pas comme des Grecs. Donc l'Empire perse s'étendait vraiment jusqu'au bord de la Grèce actuelle. Et les deux guerres médiques se terminent par deux défaites des Perses et des Mèdes, donc. La première en moins 490, qui voit les Athéniens vaincre les Perses à la bataille de Marathon.
est surtout connu, ma foi, pour ce fameux coureur qui est venu mourir dans les bras des hiérarques athéniens pour leur annoncer la victoire. Et 10 ans plus tard, en 480, donc, à la bataille des Thermopyles, où là encore, les Perses vont se heurter aux hoplites grecs, aux phalanges grecques. Alors, dans le cas de Marathon, c'est une perte sèche pour les Perses. Ce ne sera pas le cas aux Thermopyles. Les Thermopyles n'est pas une victoire des Grecs. Donc là, nous allons peut-être revenir sur le sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, est-ce qu'on peut considérer que c'est une des premières rencontres et un des premiers affrontements entre l'Orient et l'Occident? S'agissant des Grecs, il ne faut pas oublier que nous sommes à la jonction de ce qu'on appelle l'âge archaïque et de l'âge classique. Les historiens, d'ailleurs, considèrent que, par convention, que l'âge archaïque se termine avec la défaite des Perses lors de la Deuxième Guerre médique. L'âge archaïque est par définition moins documenté. Il court, on va dire, de la fin du premier millénaire jusqu'à, début, moins 800, disons, jusqu'à moins 400. Au-delà de l'âge archaïque, au-delà de l'époque de Léonidas, on entre dans le domaine pratiquement du mythe, puisque c'est l'époque à laquelle la guerre de Troie est censée avoir eu lieu. Et là, nous avons, si la chose est vérifiée, et archéologiquement on débat encore très largement, très vivement sur le sujet, Troie a été identifiée. Les colonies grecques, les colonies ioniennes qui constellaient la côte de l'actuelle Turquie existaient. Maintenant, est-ce que réellement les Grecs sont allés eux-mêmes à l'assaut des Perses, quelles étaient les populations puisque les Perses arrivent plus tard, quelles sont vraiment les guerres qui ont opposé Orient et Occident? Les choses sont moins nettes que tranchées qu'aujourd'hui, si vous voulez. Si on veut éviter la confusion, je pense qu'effectivement Orient et Occident, ces deux notions doivent être... sont peut-être trop modernes aujourd'hui pour pouvoir analyser. Certainement. Et en tous les cas, mais là il faudrait plutôt demander aussi peut-être à un orientaliste, et peut-être qu'on aura un auditeur qui pourra nous éclairer ou nous renseigner davantage. On peut partir de ces guerres médiques comme point de départ d'une lutte Orient-Occident, parce que ce sont deux modèles de société qui s'affrontent. On a les démocraties, ou en tous les cas des cités-États qui reconnaissent l'existence de citoyens, puisque le terme de démocratie mérite d'être relativisé quand on parle des Grecs en réalité. Et d'un autre côté, un empire absolutiste qui ne reconnaît pas la primauté à l'individu. D'accord ? Donc là, de ce point de vue-là, effectivement, on a avec les guerres médiques, on a avec cette opposition on a bien deux modèles politiques entre deux civilisations. Deux civilisations. Alors, bon, maintenant qu'on a un petit peu établi le champ de bataille, si je puis dire, parlons donc de cette bataille. Les guerres médiques, il y a des grandes batailles, tu as parlé de la bataille de Marathon, il y a aussi la bataille navale de Salamine aussi, qui est très connue. Absolument. Mais il y a aussi Mycale ou Eurymédéon. Ça arrive plus tard. Ça arrive plus tard, mais parmi les grandes batailles. Mais il est clair que cette bataille des Thermopyles est restée comme vraiment la bataille. En plus, elle est peut-être très graphique et comment dire, elle mélange à la fois le graphique et le romanesque, donc forcément, elle ne pouvait que marquer les esprits. Alors, elle oppose qui à qui? On a dit les cités grecques contre les Perses, mais au niveau des généraux, des officiers. Alors, justement, peut-être que, et ça c'est un point qui est important de préciser, la Grèce, les Grecs qui vont combattre les Perses, ce n'est qu'une fraction des Grecs. C'est-à-dire que au temps du déclenchement de la Deuxième Guerre médique, donc c'est-à-dire, comme je disais, moins 480, moins 480, la Grèce,
une mosaïque, c'est un puzzle de cités-États, dans lesquels vous trouvez des États qui sont neutres, qui ne prennent pas position, la Thessalie, l'Épire, l'Étolie, la Crète. Vous avez donc au nord la Macédoine, qui elle est alliée des Perses. En gros, vous avez un peu moins de 40% du territoire grec actuel qui se coalisent derrière Athènes et Sparte pour s'opposer aux prétentions hégémoniques de la Perse. Ce qui est déjà, Ce qui est très peu en réalité. Ce qui est très peu, mais ce qui est déjà une expérience inhabituelle, puisque Sparte et Athènes se tirent la bourre, entre guillemets, depuis des années déjà. Absolument. À tel point d'ailleurs qu'une fois la bataille de Marathon remportée par Miltiade, et que les Perses font demi-tour, eh bien les Grecs vont recommencer à lutter. C'est-à-dire que, et ça Thucydide le racontera très bien dans la guerre du Péloponnèse, quand les Grecs ne font pas la guerre à un envahisseur, un étranger, un barbare, ils se font la guerre entre eux. Il n'y a pas d'unité nationale. Il y a des intérêts partagés, il y a une religion partagée, mais très clairement, on a des égoïsmes qui s'affrontent. Donc, à peine la guerre est-elle terminée avec les Perses que les Grecs retournent à leurs différends, et que quand Darius décède et que son fils Xerxès prend le pouvoir, donc les Perses, c'est ça, bien sûr, côté Perse, les Perses, instruits de leur première défaite, Xerxès est un roi très intelligent, toute évidence, décide de préparer ce qui sera sa revanche, et la revanche posthume de son père. On sait que dès 486, il prépare son offensive, prépare son invasion. Il va mettre 6 ans à la monter, 5 ans, un peu plus de 5 ans à la monter. Et pendant ce temps-là, les Grecs, eux, vont continuer à se déchirer. Pendant que Xerxès organise les routes du nord, c'est-à-dire par l'actuelle Bulgarie, le détroit des Dardanelles, la Bulgarie, Thrace, Macédoine, pour envahir les terres directement. Il fait également construire des ponts sur l'Hellespont, c'est-à-dire le détroit des Dardanelles, sur le Strymon, qui est un fleuve qui traverse et la Bulgarie et la Grèce. Et surtout, il fait creuser un immense canal au pied du mont Athos. Et ce canal a été retrouvé par des architectes. Ce n'était pas un mythe, il existe, et d'ailleurs on peut, je ne dirais pas qu'on peut le visiter, mais de nombreuses portions de ce pont ont été mises à jour. Et ça se situe où ça, le mont Athos ? Le mont Athos, c'est nord de la Grèce, sur la mer Égée. Le seul qui a conscience, celui qui a conscience le premier parmi les Grecs que quelque chose se passe, et surtout qui se dit que les Perses reviendront, c'est le stratège athénien Thémistocle. Lui va organiser sa défense, mais en athénien. C'est-à-dire qu'il va renforcer les fortifications du Pirée, le port du Pirée, devenu chinois depuis. Et oui. Et il va faire construire une flotte de 200 trières, c'est-à-dire des bateaux, vous savez, ces bateaux qu'on voit dans les péplums, des bateaux à triple rangée de rames, dans le cas des trières. Et précédé d'une grande proue en forme d'éperon, d'accord, avec généralement deux voiles. Ils vont néanmoins finir par se rendre compte que les choses s'aggravent à mesure que les Perses avancent dans leurs travaux. Si bien qu'en 481, les Grecs vont mettre de côté leurs différends, se réunir au sein de ce qu'on appelle le congrès panhellénique, ou panhellénique, et ils vont se choisir un chef de guerre. Et ce chef de guerre, ce sera, on ne sait pas si cela a nécessité beaucoup de débats, mais ça sera, ça nous paraît avec le recul assez évident, Léonidas, roi des Spartiates. Lui-même d'ailleurs devenu roi, que parce que pendant cet intermède de 10 ans, les Spartiates se sont eux-mêmes
entre déchirés, et que les efforts, c'est-à-dire les 5 magistrats élus annuellement, ont détrôné le roi Cléomène. Ce sera finalement certainement une bonne idée, puisque on connaît la postérité de Léonidas. Petit détail intéressant, j'aurais pu le garder pour la suite, mais je pense qu'on peut tout de suite en parler, puisqu'on est en train de poser les personnages. Donc on a d'un côté Xerxès, on a de l'autre Léonidas. Léonidas, au moment de la bataille, il va sur ses 60 ans. Ah oui, donc ce n'est pas un jeune fringant. Ce n'est pas Gérard Butler. Ouais, d'accord. Ouais. Quant à Xerxès, nous avons suffisamment de dessins, de poterie, de descriptions aussi, et de sculptures et de mosaïques, pour savoir qu'il ne ressemblait en rien au personnage également du film. Pourquoi je parle du film? Parce que beaucoup d'entre nos plus jeunes auditeurs ont certainement connu ou entendu pour la première fois parler de Sparte, de Léonidas, les 300 bien et entendu, les Thermopyles, sur lesquels il faudra revenir d'ailleurs, sur ce fameux chiffre, ou nombre. Xerxès n'était absolument pas cet homme imberbe et couvert de boucles d'oreilles, de piercings finalement. Oui, exactement, c'est ça. Piercings, ça. Ils étaient barbus, très enroulés de voile, très coiffés d'une haute tiare. Il ne ressemblait en rien effectivement à ce personnage qui est juste là pour faire peur finalement, pour déplaire d'emblée au public. Exactement. Oui. Exactement. Quant à Léonidas, donc il était certainement encore dans une belle constitution physique, puisque les Spartiates, et nous y reviendrons, maintenaient le service militaire de leurs citoyens jusqu'à 60 ans, voire plus en cas de nécessité, puisque je ne sais plus si c'est Hérodote ou Thucydide, évoque un guerrier spartiate mort dans sa 80e année au combat. Peut-être une légende, mais ça traduit bien le degré d'intensité de l'entraînement des Spartiates. Alors, maintenant rentrons vraiment dans le vif du sujet, Laurent. Tel le père de l'histoire qui était Hérodote, qui est la source principale d'ailleurs de ces guerres médiques. Il va nous raconter un petit peu comment cette bataille s'est déroulée. Alors les Grecs arrivent à trouver un arrangement, arrivent à s'accorder un compromis, et arrivent à s'accorder sur un chef. Avant toute chose, faut parler quand on parle de bataille, il faut parler du terrain. Les Thermopyles, ça désigne un endroit géographique bien précis. C'est un espace bien précis qui a changé d'ailleurs depuis. Ah oui, pour le moins. Effectivement, les Grecs, Léonidas emmène avec lui, une toute petite troupe, finalement comparée à ce que les Perses avaient embarqué. On estime que Léonidas avait avec lui 7000 hoplites, c'est-à-dire des fantassins, l'infanterie lourde, d'accord, cuirassés, casqués. Bon. Du côté des Perses, on doit être autour de 150 000 hommes. 7000, 150 000. Certains historiens de l'époque, mais ça c'est une mode qui ne s'est jamais, qui n'a jamais disparu, ont gonflé le nombre jusqu'à... J'ai vu jusqu'à 300 000. 300 000 certains 500 ou 600 000. Ah oui. C'était possible à l'époque autant de... Difficilement si on considère que ce n'était que des guerriers. D'accord. On peut peut-être imaginer 600 000 avec toute la logistique derrière, sans compter peut-être les familles qui suivaient, mais ce sont des chiffres très, très, très hasardeux qui n'ont là pour but que d'édifier le lecteur. On retrouvera ça dans la littérature aussi médiévale. On retrouve ça aujourd'hui quand les syndicalistes déclarent le nombre de manifestants qu'ils ont drainé derrière eux. Donc, la grande intelligence des Grecs, outre avoir choisi Léonidas, c'est d'avoir choisi aussi leur terrain pour attendre l'ennemi. Ça, c'est une des grandes règles en tactique et en stratégie fortiori. Lisez Sun Tzu. Exactement. C'est la géographie domine la bataille. Et les Grecs comprennent très vite qu'ils ne réussiront pas en race campagne
à repousser l'envahisseur. Et que la seule solution, c'est que cet envahisseur se heurte aussi bien au terrain qu'à leur propre lance. Et pour ce faire, ils vont choisir un endroit. Je précise une chose, c'est que c'est dès l'été 480 que les Perses passent à l'attaque. D'accord. Donc ils attaquent par le nord de la Grèce en emportant Thessalonique et là ils descendent le long de la côte. En même temps que leur flotte, qui elle s'élève à près de 700 trières, c'est-à-dire plus du double de ce que les Athéniens peuvent leur opposer, continue elle à descendre le long des côtes. Okay. Donc, parce que je ne voudrais pas trop digresser, les Grecs choisissent ce qu'on appelle donc depuis le défilé des Thermopyles, c'est-à-dire... une bande de terre. C'est-à-dire que, alors les Thermopyles, non, c'est pas une bande de terre, les Thermopyles, ça vient du grec thermopoulai, c'est-à-dire les portes chaudes. C'est une passe, c'est un défilé creusé par les éléments dans la roche, à 130 km au nord-est d'Athènes, dans la région de Phti, la Phti, qui est aujourd'hui une région administrative grecque toujours, qui s'appelle la Phthiotide. Et cette passe, elle est ceinturée par le golfe Maliaque au nord, c'est-à-dire donc la mer, qu'on voit très bien d'ailleurs finalement dans le film, dans 300, et au sud par le mont Kallidromo, qui est une énorme dent rocheuse. Par conséquent, les Grecs savent, et c'est un point de passage obligé pour les Perses le long de la côte. S'ils veulent envahir la péninsule, exactement, ils n'ont pas le choix. Tout à fait. Okay. Et donc les Grecs choisissent de les attendre à cet endroit-là, sachant que leur petit nombre ne sera plus un problème, ne sera plus leur infériorité numérique sera largement compensée par cette tranchée naturelle creusée dans la roche et dans laquelle ils pourront justement se positionner et à l'aide de leurs phalanges, c'est-à-dire donc de leur bouclier, de leur ligne de bouclier et de leur lance, attendre et repousser chaque ruée de l'ennemi. Alors à l'époque, effectivement, la mer arrivait quasiment au bord de ce défilé. Depuis, la mer a été repoussée, l'homme a œuvré, et aujourd'hui, vous avez une autoroute qui passe juste à côté. Voilà. Les plus romantiques seront déçus, forcément. Mais bon. Maintenant, le terrain, on voit à peu près comment il est positionné. Finalement, le rapport de force s'inverse, puisque la force brute et l'importance numérique se retournent plus ou moins contre les Perses. Exact. Donc la bataille, les soldats se mettent en place, la bataille s'engage. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a... Bon, alors Hérodote a aussi peut-être un petit peu exagéré, mais est-ce qu'on a quand même quelques sources? Est-ce qu'on sait un petit peu comment s'est déroulée l'affaire? Et surtout, bon, on connaît la réponse, mais comment ça s'est soldé? Oui, on sait comment la bataille s'est déroulée. On sait qu'elle a duré 3 jours. On sait que la veille de 4 jours avant la bataille, 4 jours avant le premier jour de la bataille, si vous me suivez bien, la flotte athénienne a été vaincue et donc a dû refluer devant la flotte perse. Parce que les Grecs avaient également, comme les Perses, les Grecs avaient l'intention de faire s'appuyer les troupes terrestres par les troupes, enfin pas par les troupes, mais par les bateaux de guerre. Puisque les hommes pouvaient débarquer bien évidemment des bateaux, des forces de débarquement. En même temps que les troupes avançaient au sol, des troupes suivaient ou les précédaient ou les accompagnaient par mer qui pouvaient attaquer de flanc les Grecs. Cette flotte doit refluer devant son échec. Elle a également d'ailleurs subi des pertes du fait de la tempête. Ce qu'on voit dans 300, la flotte perse qui se fait emporter par la tempête, qui est à moitié détruite par la tempête. En fait, ce sont les Grecs, ce sont les Athéniens en l'occurrence qui ont connu cela. Et donc Léonidas se retrouve seul à la tête de ces 7000 hommes, qui ne sont pas tous spartiates. Et ça c'est pareil, je pense que c'est intéressant, il faut le savoir. Sur ces 7000 hommes, vous avez aussi des Platéens et des Thébains. On pense qu'il y avait...
à peu près un tiers de Spartiate et les deux autres tiers, donc un tiers de chacune de ces cités-États. Donc Léonidas se retrouve seul à la tête de ces 7000 hommes, mais Xerxès, trop sûr de lui, va attendre 4 jours avant de donner l'assaut. Voyant que la flotte athénienne se débande, il pense que à terre, les Grecs vont également se débiner. Mais en faisant ça, il leur permet de faire jonction. Or, il laisse le temps aux Grecs de s'organiser, voilà, tout simplement. Donc le premier jour, 4 jours après que les Grecs se sont installés, ont pris position, Xerxès lance sa première offensive, lance sa première vague de guerriers, qui sont des Mèdes, justement, guerre médique, et des Siciens. Ils vont se faire trucider par les lances grecques. Donc, encore une fois, il faut s'imaginer 2 énormes flancs de rochers, et au bas de ces rochers, sur un petit chemin, des alignements de boucliers, derrière lesquels se trouvent des soldats casqués, de bronze, boucliers aussi en bronze, ronds, comme on les trouve d'ailleurs dans le film, frappés du lambda, c'est-à-dire le L mais grec, c'est-à-dire un V inversé, lambda qui était l'initiale de Lacédémon, qui était l'autre nom de Sparte, de la même manière que l'État, enfin, le territoire de Sparte était la Laconie. Laconique, ça vient du fait justement que les Spartes étaient réputés pour, contrairement aux Athéniens, faire peu de phrases, ne pas se payer de mots. Donc, et ces rangées de guerriers spartiates, derrière le bouclier, ont leur lance aiguisée. Une lance de 2,50 m, terminée par une pointe en acier, en forme de feuille. Donc les Mèdes et les Siciens vont s'écraser littéralement, se faire trucider, se faire embrocher sur ces rangées de soldats spartiates. Voyant cela, Xerxès, on est toujours le premier jour de la bataille, va lancer ces fameux 10 000 immortels. Les immortels, c'était les troupes d'élite de Xerxès. Pourquoi immortels? Tout simplement parce que c'était une troupe qui ne devait jamais passer en dessous du nombre de 10 000. Vous ne pouvez pas avoir 9 999 immortels. Il y en avait toujours 10 000, c'est-à-dire qu'un tombé, immédiatement, il était remplacé. C'est en cela qu'ils étaient immortels. Ce n'étaient pas des monstres revêtus de noir, ce n'étaient pas des pseudo-ninjas iraniens comme on peut le voir dans le film, pas du tout. Et est-ce que dans la réalité, ils sont vraiment masqués comme dans le film? Non. Voilà, donc tout ça, c'est ok. Tout ça est fiction. On a sur l'équipement des Grecs, on a une documentation très précise. Sur l'équipement des Perses, de la même manière. Et si vous devez voir un film à ce sujet, je vous invite à voir un film, le film d'Oliver Stone sur Alexandre le Grand, qui montre, je crois que je ne sais plus si c'est la bataille d'Ixos ou de Gaugamel, mais on voit très bien l'équipement d'abord à quoi il ressemblait, et ensuite l'armement et l'équipement des Perses, avec leurs différentes composantes ethniques d'ailleurs. Et on voit très bien également à quoi ressemblait l'opposant, ce qui s'appelait aussi d'ailleurs Darius, d'Alexandre. On est un siècle et demi plus tard. Mais c'est beaucoup plus fidèle. Mais c'est infiniment fidèle, et ça ressemble donc beaucoup à ce que les Spartiates et leurs alliés grecs ont pu voir face à eux en 480. Donc premier jour, deuxième vague, les immortels qui eux aussi vont s'écraser sur les lignes, sur les rangées, sur les phalanges spartiates, on va dire grecques. Et là, la bataille s'arrête pour ce jour-là. Les chroniqueurs disent que le moral des Perses en ressent, etc. C'est possible, néanmoins, on a quand même toujours 150 000 hommes, moins les quelques centaines qui ont dû se faire estourbir face à 7000 Grecs. Le lendemain, deuxième jour, Xerxès relance ses troupes. Pareil, il échoue, vague après vague, comme on peut le voir finalement dans le film. Sauf que au soir du deuxième jour, un Grec, un Traquinien de la cité de Malia, vend la mèche à le fameux traître Héphaïstos, pardon à tous les dieux, Éphialtès,
Magnifica Altesse. Les païens vont te corriger. Exactement. Qui va lui révéler l'existence d'un sentier, le sentier de l'Anopé, par où les Perses vont pouvoir contourner par le fameux mont que je vous évoquais tout à l'heure, le Kallidromo, vont pouvoir contourner les positions, le défilé, donc les troupes grecques qui sont, qui sont rangées dans le défilé, et pouvoir les prendre à revers. Quel cas, là, ce sera la fin. Par chance, Léonidas est lui-même informé par ses éclaireurs que les Perses ont découvert ce sentier, et par conséquent, il va ordonner au gros de ses troupes de rebrousser chemin pour aller préparer les défenses du sud, parce qu'il a compris à ce moment-là que effectivement, ils allaient être écrasés. Et donc, il ne va garder avec lui que 300 Spartiates, les meilleurs, ceux qu'on appelait les Hypéis, qui avaient entre 20 et 30 ans. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Et 700 Thébains et Platéens. Et il va se passer ce qui devait se passer, effectivement. Sauf que sur les 7000 Grecs de départ, les 3/4 ont pu repartir et vont organiser donc effectivement la suite de la guerre qui aboutira à ce qu'on a vu. On arrive à l'ultime geste héroïque donc des Grecs. Ils sont pris à revers, ils ne sont plus que 300. 1000 en fait. 1000, 300 Spartiates et 700 Platéens. Voilà. Bah oui, mais c'est important, voilà. je pense, parce que c'est une victoire spartiate, c'est aussi une victoire grecque. Donc ils ne sont plus que 1000. Et que vont faire ces 1000 courageux face aux mastodons perses qui leur arrivent sur le coin du museau? Mais ils vont continuer à se battre comme ils ont appris à le faire. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à se protéger derrière leur bouclier, qu'on appelait l'aspis coilé, c'est-à-dire le bouclier creux. D'accord ? Ils vont continuer à darder l'ennemi de leur lance. On est avant l'invention de la fameuse sarisse de 5 mètres de haut, on est encore avec une lance. Ils vont continuer à les taillader à coups d'épée quand leur lance casse. Ils vont continuer à se protéger tant bien que faire les uns les autres, précisément à l'aide de leur bouclier, puisqu'un bouclier servait à protéger le flanc gauche du guerrier, mais à protéger également le flanc droit de son voisin, et que toute la tactique des phalanges tenait dans le maintien de cette ligne homogène. Ils vont continuer jusqu'au dernier. Voilà. Ils vont finir écrasés sous le nombre, percés de flèches. Il faut savoir que les Spartiates méprisaient les archers. Ouais. La cavalerie n'arrivera chez les Grecs que près pas un siècle, mais un demi-siècle après la bataille des Thermopyles. Ils vont être piétinés par les animaux, ils vont être aussi tués à coups de front. Bref, tout l'arsenal perse va y passer pour qu'à leur tour, les Grecs y passent. Est-ce que, comme dans le film, il y a vraiment eu des éléphants? Alors, soit ça ne m'a pas marqué dans mes lectures, soit je n'ai jamais lu. Ouais. Je n'ai pas le souvenir que... C'était justement le truc qui me paraissait un peu gros. Ouais. Pas le souvenir que ça ait été écrit. D'accord. Non. S'il y avait eu des éléphants, ils auraient plutôt effectivement été acheminés par voie de terre, ce qui était tout à fait envisageable. Mais pas connaissance, non. Donc, ni des rhinocéros d'ailleurs. Ni des rhinocéros, oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Vous savez, il faut pas... on l'a vu aussi parce que Alexandre, justement, a dû combattre des éléphants en Inde quand il a franchi l'Indus. Mais on surestime beaucoup l'utilité des éléphants. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont servi, on verra ça plus tard aussi dans les guerres puniques face à Carthage, on verra ça au fil des siècles. Mais l'éléphant est certes un énorme animal qui peut vous piétiner, qui peut vous emporter, qui est robuste, mais très vite l'adversaire a appris les points faibles de cet animal, ses fragilités. Et par exemple, un éléphant dont on réussit à crever l'œil, ce qui est quand même une partie très sensible et très facile, et peut-être pas facile à atteindre, mais difficile à défendre, se retourne contre son propriétaire, son cornac.
Donc, est-ce que l'éléphant a été utilisé par les Perses? Il faudrait que je revérifie. Et là aussi, peut-être qu'un auditeur pourra nous confirmer ou nous infirmer de manière définitive. En commentaire. Alors, bon bah, ça y est, les 1000 Grecs sont vaincus. Léonidas meurt, oui, aussi sur le champ de bataille. Puisqu'on lui attribue cette fameuse phrase, hein, passant, on va dire, Lacédémone, c'est-à-dire Sparte, que nous gisons ici par obéissance à ces lois. Voilà. Les lois du roi Lycurgue. Et d'ailleurs, bah, aujourd'hui, il y a un mausolée sur place où cette phrase est inscrite. Je ne sais pas si on peut appeler ça un mausolée, mais enfin, en attendant, il y a une très très belle statue. Enfin, très très belle statue. Impressionnante statue. Après, à chacun de juger si l'artiste a respecté. Voilà, ouais. Si le style de l'artiste convient, si vous voulez, à ce qu'il a voulu représenter. Alors, bon, bah, malgré la mort, c'est une victoire. Alors, c'est une défaite. Une défaite ou c'est dans le mi-teinte. Tactiquement, c'est une défaite. Tactiquement, c'est une défaite. Mais un coup rude a été porté à Xerxès dans l'histoire. Ne serait-ce que parce que son prestige a été écorné, que ses troupes ont beaucoup souffert, que ce qu'il s'annonçait comme étant une campagne, une promenade militaire, une promenade de santé, s'annonce maintenant comme étant au contraire une succession certainement de batailles toujours plus dévoreuses d'hommes, que ce n'est pas parce que les 300 ou les 1000 de Léonidas sont tombés qu'il n'y aura pas 1000 autres qui les attendront à 10 km de là, à 20 km de là, etc. etc. Si bien que c'est par la mer que cette guerre va finalement se relancer, puisque, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, la seconde phase de cette guerre, c'est sur l'eau qu'elle va avoir lieu, et ça va être la défaite de la flotte perse, cette fois, à Salamine, un peu plus au sud-est. Et encore une fois, d'ailleurs, les Grecs ont su profiter d'un étroit défilé, là, la mer devient un cours d'eau. Un cours d'eau. Et les Grecs vont foncer sur le flanc de la flotte perse qui, très nombreuse et totalement coincée, embouteillée dans ce défilé étroit, va être anéantie, littéralement. Et à ce moment-là, Xerxès abandonne le commandement, repart, et abandonne le commandement à son général, comment s'appelait-il déjà, Mardonios, qui sera vaincu peu de temps après, exactement en moins 479, à la bataille de Platée, par le général Pausanias, qui était lui-même spartiate. Voilà, donc, revanche, là aussi, de Léonidas. Voilà. Et pour clôturer cette série de batailles, celle que tu as évoquée au Cap Michal, le Cap Michal, ce n'est pas là dans la péninsule grecque que cette bataille a lieu. Là, cette fois-ci, on peut dire galvanisés par leur succès, les Grecs partent à l'assaut cette fois de l'Empire perse. Plus exactement, la flotte athénienne traverse la mer Égée et va détruire ce qu'il reste de la flotte perse pendant un temps assez long, pense Thémistocle, interdire aux Perses l'envie de revenir. Et le Cap Michal, et bien ma foi, c'est aussi une petite... c'est un cap, je cherche un mot, mais attendez, c'est un cap, une péninsule, n'est-ce pas? Un cap qui se trouve au sud, sur la côte de l'actuelle Turquie, au sud d'Izmir, Smyrne, pour ceux qui connaissent un peu. Et c'est là que ça va se terminer la Deuxième Guerre médique, par un échec complet des Perses. Qui renoncent cette fois, donc... Ils n'y reviendront plus. Définitivement. Ils n'y reviendront plus. Et ce sera Alexandre, un siècle plus tard, qui partira à la conquête. Lui, avec succès du reste de la Perse, puisqu'il intégrera la Perse à son propre empire.
il faut savoir quand même, ceux qui ont lu Xénophon le savent, l'anabase, la catabase, si on peut parler véritablement d'une guerre de civilisation, et que peut-être nous ne connaîtrions pas tout ce que nous ne saurions pas tout ce que nous savons de la Grèce, et la Grèce ne nous aurait peut-être pas apporté tout ce qu'elle nous a apporté, si effectivement la Perse avait mis la main sur Athènes, en particulier Athènes, les Grecs, une fois les guerres médiques terminées, n'ont pas hésité à offrir leur service de mercenaires aux Perses. Et l'anabase, c'est ça. C'est comment 10 000 guerriers grecs, 10 000 hoplites grecs, combattant pour l'Empire perse, après une mémorable défaite des Perses, vont essayer de faire demi-tour, à l'autre bout de l'Asie mineure, vont faire demi-tour dans les pires conditions pour revenir jusqu'en Grèce, à travers toutes les populations hostiles, terres hostiles, sans vraiment savoir où ils vont. Enfin, c'est fantastique à lire, je peux que vous le conseiller. C'est également, là je pars sur autre chose, mais c'est le cinéphile qui parle. Pour ceux qui ont vu le film The Warriors de Walter Hill, c'est en fait l'inspiration, c'est exactement ça. Voilà, c'est des gangs qui veulent revenir à Coney Island et ils vont devoir traverser tout New York en affrontant d'autres gangs. Voilà, oui, c'est ça la base. Enfin, la base. C'est la base, si je puis dire. Alors, justement, puisqu'on est à donner quelques petites références, tout d'abord, en termes esthétiques, puisqu'on a dit c'est une bataille qui a un côté esthétique très important, quels sont les artistes, les œuvres qui ont pu s'inspirer de tout ça, qui toi par exemple ont pu te marquer? Je n'en connais pas. Moi, si j'ai connu Sparte, si j'ai connu Léonidas, si j'ai connu les Thermopyles, c'est vraiment en lisant des anthologies de l'histoire militaire, de l'histoire grecque. Si je devais citer de noms, je les ai déjà cités, c'est Thucydide et la guerre du Péloponnèse, c'est Hérodote et ses œuvres complètes. Plus près de nous, ce serait Victor Davis Hanson, qui est un grand stratégiste américain, qui a écrit une histoire de la guerre du Péloponnèse, ça s'appelle tout court, et puis un autre livre qui s'appelle Le modèle occidental de la guerre, qui fait remonter ce fameux modèle justement aux Grecs. Et puis de manière plus artiste, puisque tu parles de ça, je dirais que un petit livre de Barès, à l'époque où je lisais beaucoup Barès, qui s'appelle Le voyage de Sparte, m'avait aussi donné envie d'en savoir davantage quand j'étais étudiant. Puisqu'il faut savoir que Barès le raconte bien. Quand on va aujourd'hui au bord de l'Eurotas, qui est donc la rivière, ou le fleuve, je crois, le fleuve qui traverse l'ancienne Laconie, on ne retrouve rien. Contrairement à Athènes, où on peut aller admirer le Parthénon, on peut se promener et sentir encore la présence des anciens Athéniens, c'est beaucoup plus difficile à Sparte, parce qu'il ne reste rien. Mais il reste l'esprit, il reste le souvenir, il reste des textes. Voilà, il reste des textes. Et c'est ce que Barès raconte très bien, c'est que finalement, qu'il ne reste rien permet de mieux sentir encore d'avoir plus d'émotions que celles que pourrait nous procurer une visite du Parthénon. Les chaleurs des cendres, on pourrait dire ça. Exactement, c'est très joliment dit. Moi, je citerai un tableau qui m'avait plu de David, qui est Léonidas aux Thermopyles, que je crois avoir vu au Louvre, mais je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas je l'ai vu, je ne sais plus si c'était au Louvre. Également une musique, enfin une chanson du groupe de métal Sabaton qui s'appelle Sparta, voilà, ça c'est un petit peu autre chose. Et tu me pardonneras, Laurent, de rappeler notre écartage, mais bon, c'est sûr que je ne suis rentré dans le sujet entre guillemets que grâce au film oui, bien sûr. 300. Mais en plus du film, moi je vous recommanderais surtout la lecture du comics de Frank Miller. Ça, je suis d'accord. Donc 300, qui est formidablement bien dessiné. Si on aime le dessin, c'est un trait particulier, mais c'est une BD exceptionnelle. Il est magnifique le dessin, moi je trouve. Ah oui, le dessin est très bon. Et on a un peu craché sur le film, mais il n'est pas si mauvais que ça.
Ah non, je trouve pas qu'on ait craché dessus. Ouais. On a montré, Gentiment. je pense qu'on a montré ses limites. Mhm. Mais il reprend beaucoup, pour qui s'intéresse un peu à Sparte, à ses règles, à ses lois, il reprend beaucoup de vérités, simplement il les transforme. Par exemple, les efforts sont représentés de manière ridicule comme des êtres difformes, monstrueux. On montre bien aussi, par exemple, la religion, la foi qui animait les Spartiates. Tout cela est vrai. Les corps musclés sont très hypertrophiés, mais on sait qu'effectivement les Spartiates étaient de très très grands sportifs. On ne montre pas, par exemple, qu'en réalité les Spartiates avaient des coupes de cheveux. Si vous voulez, les Spartiates avaient de très longs cheveux qu'ils tressaient en une multitude de petites tresses qui pourraient faire un peu penser à des dreadlocks aujourd'hui, parce que c'était porter des cheveux longs pour un Spartiate, c'était la marque de sa condition d'homme libre. Côté cuirasse, alors ils combattent sans cuirasse, ce qui est faux historiquement. Les casques corinthiens sont vrais. Les armes sont fidèles, par contre. La représentation des phalanges au combat, bon, les Aou de Marines, bien sûr, vous oubliez. Néanmoins, la représentation des combats ordonnés, coordonnés même, à l'aide comme je disais tout à l'heure, de ces alignements de boucliers, c'est très bien représenté, c'est tout à fait vraisemblable. Après, quand les lignes se rompent pour qu'ensuite on tombe dans le combat individuel, ça par contre, ça ne correspond pas à la réalité. On voit ça également dans les films de Ridley Scott, dans Gladiator. Oui. Ça commence par des légions et puis après ça se termine en boucherie individuelle. Ça ne fonctionnait absolument pas comme ça. Les Spartiates donc, combattaient en ligne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les hypéistes, c'est-à-dire les meilleurs, les 300, étaient massés en rangées, en plusieurs files sur la droite, parce que dans le combat, c'était 2 lignes face à face, et ces 2 lignes allaient à la rencontre de l'une de l'autre, s'entrechoquaient, il y avait choc, puis poussée. Et c'était quand le flanc gauche de l'adverse, enfin le premier des 2 flancs gauches qui rompait, qui assurait la victoire à l'autre. D'accord ? Il faut imaginer. Comme 2 axes, si vous voulez. Et les IPI, c'était toujours à droite. Ça, on ne le voit pas, bien sûr, parce que dans la bataille des Thermopyles, on imagine difficilement que cette tactique ait pu être employée, du fait de la disproportion, comme je vous disais tout à l'heure, du nombre, et puis de la configuration du terrain. Je vous disais que la religion est assez bien représentée dans le film. Ils auraient pu en rajouter, puisqu'en réalité, les Spartiates ne cessaient d'invoquer les dieux, de sacrifier des animaux. On voit aussi très bien une chose qui moi, m'avait bien plu, c'était le diaolos, c'est-à-dire c'était cette fameuse flûte, en fait cette double flûte. Oui. Voilà. Au début du. Oui, voilà. Il se trouve que cette double flûte, en fait, dans le film, on la voit finalement accompagner et dicter la marche des Spartiates de Lacédémone jusqu'aux Thermopyles. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que c'était. En réalité, cette flûte, elle servait pendant le combat. D'accord. Quand les Spartiates arrivaient sur le champ de bataille, les Grecs ne combattaient pas par surprise. Ils se mettaient face à face. D'accord ? Ils se défiaient. On voit ça dans Troie d'ailleurs, finalement. Oui. Troie, dont on ne saura jamais trop si c'est un chef-d'œuvre ou un nanar, ou un chef-d'œuvre du nanar, ou un nanar ou le nanar des chefs-d'œuvre. Ils se mettaient face à face. Les Spartiates sacrifiaient généralement une chèvre à la déesse Artémis, la déesse de la chasse, et puis commençaient à chanter, enfin à jouer de cette flûte, cette double flûte, qui avait un son très puissant et qui scandait la marche, puisque les hommes, comme je vous disais, avançaient par rangée et devaient être particulièrement disciplinés dans leur mouvement pour que tout ça ne se termine pas en une cohue lamentable et offre à l'ennemi la possibilité de traverser. Et dernier point que le 300 oublie, c'est que les Spartiates n'allaient jamais en expédition sans porter un feu sacré. En tout cas, je ne me rappelle pas avoir vu ça dans le film. Il y avait un porteur de feu, c'est-à-dire qu'avant de partir en guerre, et ça on le voit très bien dans le film, les Spartiates consultaient les oracles, et si les oracles étaient favorables, les Spartiates allumaient un feu dédié à Zeus, et ce feu, un peu à la manière du feu de la... Comment on appelle ça,
aux Jeux Olympiques la torche, flamme olympique. Flamme olympique, voilà. Et bien, il maintenait ce feu allumé jusqu'au moment de la bataille, parce que ça veut dire que Sparte était avec eux, Zeus était avec eux. Et il maintenait ce feu jusqu'au moment de combattre. Tout ça, on ne le voit pas dans le film, parce que le film est une synthèse, si vous voulez. On conclura là-dessus, cher Laurent. Généalogiquement parlant, ce qui est intéressant, c'est que cette bataille, qui est vraiment l'archétype du petit nombre contre l'armée numériquement impressionnante, elle va faire des petits, si je puis dire, puisqu'elle peut faire penser à plusieurs batailles. J'en ai noté quelques-unes. La bataille, alors là, vous m'excuserez la prononciation, mais la bataille de Kranisi en 1797, où des Géorgiens vont affronter les forces de Mohammad Shah, ou le siège de Fort Alamo, qui est très connu. Là, on est en 1836, ou la bataille de Cameron, où le dernier carré de légionnaires français va affronter l'armée mexicaine de façon très héroïque. La conclusion sera la même que pour les Thermopyles. Bon, merci beaucoup Laurent. Je vous en prie. Pour nous avoir emmenés dans cette odyssée antique à la découverte ou à la redécouverte de Léonidas, de Xerxès, d'Artémis et autres feux sacrés. Je pense que ça fera plaisir à certains païens qui nous écoutent. Chers auditeurs, vous connaissez évidemment la petite musique. Nous vous enjoignons à mettre un pouce bleu de Spartiate et un commentaire burné en dessous de cette vidéo. Et si ça vous a plu, vous pouvez aussi envoyer ça à vos amis, ennemis, perses et grecs. Vous pouvez aussi nous aider si le cœur vous en dit sur notre page Tipeee. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite d'être fiers comme un Spartiate et de ne rien lâcher. La vie commence toujours demain. Et au les cœurs. Au les cœurs. Aouh, aouh. When arrows looked, the sun they